Bonjour et bienvenue sur Tant que je serai noire, le podcast qui aborde le désir et non-désir de maternité des femmes noires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à mettre des petites étoiles sur Apple Podcast. Merci. Hello et bienvenue sur Tant que je serai noire. Aujourd'hui, j'ai une invitée spéciale, Isha. Comment tu vas ? Bonjour, ça va un peu stressée, mais contente d'être là. Super, tu verras, tu voudras pas sortir du canapé. Tu vas te détendre. Alors, est-ce que tu veux te présenter aux auditrices et aux auditeurs ? Alors, donc, je m'appelle Isha. Je suis chanteuse, guérisseuse, conteuse et gardienne en fait de savoirs ancestraux des peuples autochtones et indigènes. Donc, je consacre ma vie, en fait, à la spiritualité, de rendre plus accessible, en fait, les spiritualités noires, africaines, afrodescendantes, qui, en fait, n'ont pas forcément très bonne presse, où il y a vraiment beaucoup de tabous. Donc, c'est vraiment mon fil rouge, de rendre ça accessible au plus grand nombre. Oui. Et je pense que sincèrement, avec toute l'actualité qui est assez touchy, je pense que clairement, les personnes, le peuple noir, il a besoin de se reconnecter en fait avec son identité première. Et ça passe par ce lien donc, avec sa propre spiritualité, son intégrité, sa dignité. Et je m'inscris en tout cas dans cette démarche de se reconnecter à son moi indigène, son moi autochtone. Super. Et du coup, donc là, on a en face de nous la Isha d'aujourd'hui. Est-ce que tu veux nous parler un peu de la Isha plus jeune ? Où est-ce que tu es née ? Bien sûr. Donc, je suis née à Paris. D'accord. Je suis très fière d'être née à Paris parce que je sais que c'est une ville qui, là aussi, a souvent mauvaise presse. Mais pour moi... Paris, c'est une ville de lumière. C'est la ville dans laquelle mes parents ont été accueillis. Donc, c'est une ville très symbolique pour moi. Je suis née à Notre-Dame, en fait, à l'Hôtel-Dieu, en face de la cathédrale Notre-Dame de Paris, qui est tout de même un monument historique et emblématique dans toute l'histoire de France. Donc, je suis assez fière, finalement, que mon âme ait choisi de s'incarner ici. La particularité aussi, c'est que Notre-Dame, c'est sur l'île de la Cité. Donc, je suis très connectée, du coup, à l'eau. Et je suis aussi un signe d'eau et ascendant eau. D'accord. Donc, j'ai vécu 6 mois environ donc, à Paris. Puis après, donc, mes parents ont déménagé donc, en région parisienne dans le 91. Ok. Et du coup, donc, quel est ton schéma familial ? Donc, tu as parlé de tes parents. Est-ce que tu as des frères et sœurs ? Oui, bien sûr. Donc, moi, je suis la dernière d'une fratrie de 4 personnes. Wow. On est 2 garçons, 2 filles. L'autre fois, j'étais en train de dire à ma mère, en fait, que mon frère, on a 10 ans d'écart, il ouvre le bal et moi, je ferme le bal. Voilà. C'est hyper beau. Et qu'est-ce que ça symbolise ? Enfin, ta vie en tant que petite fille, est-ce que c'était... parce que tu fermes le bal, mais est-ce que... parce qu'on a souvent... Moi, je suis l'aînée, et du coup, on a souvent le cliché que le ou la dernière est bien gâtée, enfin, dans le sens où choyée, plutôt. Quelle était ta relation, du coup, avec ta maman plus jeune, ou même encore aujourd'hui ? Alors, je vais déjà revenir sur l'histoire du positionnement. En tant qu'enfant, parce que ça a énormément d'impact dans la construction psychologique, énergétique, émotionnelle et spirituelle d'un être. D'accord. Faut savoir déjà que dans les traditions africaines, dans les spiritualités africaines, chaque place permet en fait, de déterminer le rôle que tu auras dans la société. Et moi, le fait que je sois la dernière, je suis en fait dans une position où je suis l'observatrice. Je me souviens que pendant les repas de famille, alors à chaque fois, tout le monde parlait parce qu'on a quand même de fortes personnalités au sein de notre clan. Moi, j'aime bien parler de clan. Et c'est vrai que
moi qui avait beaucoup plus de recul quelque part, même si j'étais la dernière, je pouvais observer des choses que mes frères et sœurs ou mes parents n'observaient pas. Oui. Et déjà, par rapport à ça, ça m'a donné un certain regard de développer... En étant la dernière, j'ai vraiment appris à connaître chaque membre en fait, de ma famille avec un regard très subtil. Parce que je savais toujours comment ça allait commencer et comment ça allait finir. Oui. C'est pour ça, pour dire l'histoire de je ferme le bal. Et je pense que c'est important parce que c'est pas facile parfois en fonction de la place dans laquelle on est dans une famille où on peut se sentir non respecté, pas écouté, pas pris au sérieux. Oui. Donc moi, souvent, quand j'étais plus jeune, on me prenait pas au sérieux. On dit toujours toi, tais-toi. Mais ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, maintenant, on me consulte parce qu'on sait que, voilà, que j'ai beaucoup d'expérience dans le domaine de la psychologie, de l'émotionnel et de tout ce travail spirituel. Et donc, on a un autre regard maintenant sur moi. Donc, je suis assez fière par rapport à ça. Et pour revenir après avec la relation avec ma mère, j'ai eu la chance donc d'avoir une mère qui était très proche de moi, et notamment à travers le toucher. Quand j'étais enfant, je me souviens même quand j'étais bébé, elle nous donnait le bain, donc je me souviens de ces moments. Je me souviens du contact avec sa peau, de toute cette bienveillance, de cette chaleur humaine, et puis des corps. C'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué quand j'étais enfant, où comme les filles en général prenaient leur repas ensemble. Donc moi j'ai eu la chance de voir le corps nu de ma mère en fait évoluer et transmuter. Donc je dirais que ça a été mon premier lien, tu vois, qui était d'abord plus à travers le regard et à travers le toucher, avant même après de rentrer dans quelque chose de beaucoup plus complexe, où là tu peux vraiment trier tes émotions, donc moi, j'ai d'abord développé vraiment ce contact au niveau de la peau. Et donc, ma mère avait une peau très douce. Elle a toujours une peau très douce. C'est une femme qui descend de famille de paysans. Elle est née en Afrique noire. Elle est née donc dans la ville de Ça. Et puis, elle a eu toute son enfance en fait au village. Donc, très, très loin de le genre d'éducation qu'on pourrait avoir ici aujourd'hui. Aussi en tant que personne ici de la diaspora noire. Donc, disons que le fait, par exemple, qu'elle ait juste goûté au lait maternel de sa mère, du coup, ça a un autre rapport aussi. Son corps, il s'est développé autrement. Donc, forcément, quand elle me massait, quand elle mettait de l'huile, etc., il y avait cette espèce de transfert énergétique et très indigène, mine de rien. Tu vois ou pas ? Et on le sait que en fonction de l'endroit où tu es né et de 0 à 7 ans, où est-ce que tu t'es construit, en fait, ça te donne déjà les fondamentaux. Donc, ma mère, même si elle était... même si je suis née en France, elle continuait, en fait, en elle, d'avoir, je dirais, cette dynamique du corps, qui est totalement différente. Moi, quand j'observe parfois les enfants, comment ils sont éduqués ici, ça n'a rien à voir. Donc même si je suis née en France, en Europe, à Paris, etc., j'ai eu une enfance assez roots, mine de rien en fait. Et du coup, donc tu parlais du village de Ça, qui est situé dans quel pays ? Alors en fait, plus précisément, Ça, c'est une ville. D'accord. Mais après, ma mère, elle est née dans les environs, donc dans la campagne. Ok, dans la campagne. Tu voulais me poser une autre question ? Oui, et c'était pour savoir, elle a vécu là-bas avec ses parents, du coup, et tu voulais peut-être parler de tes grands-parents ? Ouais. Alors, la particularité d'être noire et d'être d'origine africaine, c'est qu'on a quand même, alors je dirais pas... c'est pas une forme de schizophrénie, mais c'est pas facile parce que on est né sur un territoire et on sait qu'on vient d'ailleurs à la fois. Et contrairement à tous les enfants, je vais plus dire des enfants quand j'étais donc en école primaire, qui avaient la joie et le plaisir de dire pendant les vacances de Noël, je vais aller voir mes grands-parents ou cet été. Alors moi, c'est quelque chose auquel je n'ai jamais eu le droit. D'accord. Et que je n'ai jamais connu. Parce que toute ma famille était en Afrique, était au Cameroun. Donc ça, je sais que déjà, ça m'a... Enfant,
ça a créé quelque part une faille, une hypersensibilité, parce que je ne pouvais pas me relier, en fait, à mes grands-parents. Oui. Et je sentais... c'est sans doute pour ça que je suis très reliée, en fait, à mes ancêtres, parce que j'ai pas grandi dans cette culture. J'ai pas eu ce privilège de me dire grand-mère ou grand-maman, est-ce qu'il y a ci, il y a ça. Donc, j'ai dû grandir avec ce manque. Et donc, finalement, je pense que c'est pour ça que j'ai tant d'amour pour mes grands-parents, pour mes ancêtres, parce que j'ai eu toute une enfance où j'ai pas eu ce lien. Et ce lien, il a pu se faire finalement à l'âge de 10 ans, ce qui est pour moi assez tard, mine de rien. Et encore, moi, j'ai eu la chance, en tout cas du côté maternel, d'avoir des grands-parents qui ont vécu très, très longtemps. Parce qu'il y a plein de gens, je pense que quand ils ont, même ici, ici en Europe, il y a des gens qui n'ont pas eu la chance de connaître leurs grands-parents. Et la particularité, surtout du côté maternel, c'est que ma mère, elle a connu ses grands-mères et ses arrière-grand-mères. Donc, elle porte ça aussi en elle. Donc, du coup, je reviens juste sur le passage, quand elle me massait, c'est comme si je sentais tout ce lien aussi avec elle. Et elle adorait ses grands-mères. Donc, finalement, ce lien ancestral, cette relation, ce fil, ces liens qui se sont tissés, ça s'est passé à l'âge de 10 ans. Quand, enfin, ma mère, je me souviens, a dit maintenant, il est temps. Voilà. Il est temps de revenir à la source. C'était pas donné à l'époque, mais elle avait mis de côté, mon père aussi avait participé, et donc on est partis tous les 4. Mes 2 grands frères sont pas partis avec nous. Je tiens à préciser aussi que mes 2 grands frères sont nés en Afrique noire. D'accord. Donc ça aussi, c'est un peu complexe. Mais, et c'est vrai que ce voyage a changé ma vie à jamais. Vraiment. Parce que je découvrais... J'étais quand même très occidentalisée comme petite fille. On avait le câble, on avait MTV, tous les trucs de Paris Hilton en avance. Je ne sais pas s'il y avait encore la télé-réalité des Kim Kardashian, je ne sais plus, bref. Voilà. Et là, donc, tout d'un coup, on me dit, écoute, là, tu vas rencontrer ta famille. Sauf que pendant 10 ans, en fait, moi, j'avais que mon clan. Tu vois, mes frères et sœurs, et puis mes parents, et de temps en temps, quelques oncles, enfin pas des oncles mais plutôt des cousins à ma mère qui venaient voyager, mais j'avais rien en fait en termes d'identité, j'avais pas d'autre socle. Et c'est vrai que cette première fois a été pour moi source de guérison, véritablement. Il y a eu un avant et un après. Je me suis sentie, je me suis dit wow, this is Africa, you know, les odeurs, les couleurs, le climat, la nourriture. C'était une nourriture à laquelle je n'étais pas forcément habituée. Et j'ai adoré. Parce que c'était moi. C'était ce dont mon âme avait besoin et manquait. Et mes grands-parents, du côté donc maternel, vivaient au village. D'accord. Mais beaucoup plus loin que Yaoundé, alors que du côté paternel, mes grands-parents, donc du côté de mon père, eux, ils habitent pas très très loin en fait de Yaoundé. D'accord. Donc vraiment pour aller dans le village de ma mère, c'est tout un voyage. Juste ça en fait, parce que quand on était à Yaoundé, c'est vrai qu'on était dans une grande maison, plein pied, un peu d'expat comme ça, avec le câble et tout. Et puis là, on nous dit, non mais là, right now, on y va. Et c'était sans électricité, sans télé, sans quoi que ce soit. Donc c'est vrai qu'au début, je me souviens avec ma sœur, on était un petit peu déroutés. À la fois, moi, j'adorais ça. Et ce qui a été vraiment magnifique, c'est ce voyage. D'être avec les poules, d'être collés serrés. Cette ambiance vraiment je peux vous dire qu'on sent un peu à Gare du Nord, mais bon. Moi, j'aime bien ce côté... Non, j'aime bien, en fait. On est collés, on est serrés. Enfin, c'est l'aventure. Et de voir cette nature qui n'a rien à voir comparé en France. Bon, j'allais souvent en colonie, j'allais dans des forêts, etc. Mais c'est pas comparable. Mais ça n'a rien à voir. Je pense que à partir de là, j'ai commencé à savoir qui j'étais et puis savoir qui était ma mère. Tu sais, quand tu me posais la question de savoir quelle est ta relation avec ta mère,
de pouvoir voir l'environnement dans lequel elle avait grandi, dans lequel elle s'était construite en tant que femme. Je pense que ça a été un véritable saut quantique pour saisir qui était ma mère, en vérité. Tu vois. Et quand j'ai rencontré mes grands-parents, c'était magnifique. J'y connaissais pas, c'était pour moi des étrangers, mais du fait que c'était la mère de ma mère et le père de ma mère, le lien il s'est fait direct. Ce lien ancestral et maternel, et je les ai trouvés beaux, élégants, dignes, intègres, fashion. Tout ce qui était en dehors des clichés qu'on peut avoir sur l'Afrique noire, quoi. Parce qu'à mon époque, quand même, c'était beaucoup le sac de riz, tout ce qui se passe au Soudan, au Mali. Tu vas en Afrique pour je sais pas, pour donner de l'eau, pour construire des puits. C'était cette image quand même hyper violente. Et en fait, non. Il y avait des collines, des falaises, l'air était pur, il y avait des animaux. C'était un paradis pour moi, quand j'ai été en lien. Et puis, d'entendre leur voix aussi. C'était de l'ordre, en fait, pour moi, du miracle. Et de voir ces peaux noires, aussi belles comme ça, ces traits du visage. J'étais vraiment en train de découvrir, en fait, ma lignée. Et de se prendre dans les bras. J'oublierai jamais ça. Donc c'était très très fort, ce lien. Et puis ce lien avec la terre aussi. Ça a énormément contribué à la personne que je suis aujourd'hui. Waouh. Et du coup, quand est-ce que tu es retournée en Afrique ? Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton retour et notamment peut-être l'arrivée de la conception, je ne sais pas si je peux parler de conception, de ton paradigme dont tu vas nous parler aujourd'hui. Alors, comme je le disais, ce paradigme, il a commencé à l'âge de 10 ans. Là, j'ai pris conscience que j'étais pas comme les autres, qu'on n'était pas comme les autres. Et j'ai commencé à saisir, pas ce que ça voulait dire d'être noir, mais ce que ça voulait dire de venir du continent noir. Et j'avais besoin de vivre cette expérience qui passait encore par la chair, par le corps. J'ai pu voir que mon corps était totalement différent là-bas. Que j'étais connectée, je dirais, à une espèce de vortex de lumière, que mes sens étaient décuplés, mon intuition, j'avais des réflexions autres. Je sais pas, c'est comme si on me donnait on donnait une nourriture spécifique à mon âme que j'avais jamais eue auparavant. Et là, déjà, mon corps, quand je suis rentrée après en France, n'était plus le même. Tu vois ? Donc, si je fais une espèce de rétrospection et que je retourne, que je regarde, en fait, à quel moment ce sentiment d'appartenance à la terre, il a commencé à l'âge de 10 ans. D'accord. Et je sais qu'après ce moment-là, donc cet été, qui m'a bien marqué, c'était en juillet, j'ai eu mes règles. Je sais. Je demandais à ma mère, quand est-ce que je vais être femme, quand est-ce que si. Je sais que pouf, mes seins, ils ont poussé d'un coup et que j'ai eu mes premières menstruations. Donc ce voyage, ça a été un voyage initiatique, en vérité. Tu vois ? Et je dirais que donc j'ai eu après, donc je suis revenue en France, donc après, donc j'ai quand même vécu beaucoup de racisme par rapport à mon nom de famille. J'ai dû essayer de me défendre, essayer de me fondre, en fait. Je sais que l'époque de Beyoncé, ça m'a énormément marquée. Donc je voulais avoir les cheveux raides, je voulais être claire de peau, enfin plus claire que claire que claire. Il y avait encore cette histoire de colorisme, de peau. Donc, en fait, mon identité, elle était très portée finalement sur les cultures afro-américaines, pensant que c'était un échappatoire, que c'était bien, alors qu'en fait, après coup, c'était pas bon du tout, parce que je reniais finalement ma singularité d'être originaire du continent noir africain. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que à un moment donné, j'en ai eu marre de mes cheveux. On sait tous ce que c'est d'avoir des cheveux quand on est noir. Quand on est une femme, quand on est un homme, c'est pas pareil. Et c'était tout le temps le fight avec mes cheveux. En fait, c'est le fight avec moi-même. Et je sais qu'à partir du moment où j'ai voulu retrouver
la nature de mes cheveux, ce paradigme, il s'est réactivé. D'accord. Tu vois ou pas? Parce qu'en fait, dans la spiritualité, les cheveux, c'est le prolongement de notre âme. C'est nos antennes. C'est nos racines. C'est nos racines éthériques connectées au ciel. Donc, je sais que dès le moment où j'ai dit « je ne porterai plus de tissage, je ne me ferai plus de défrisage à froid », ce paradigme aussi, il est revenu encore. Se reconnecter à mon moi indigène, c'est réenclenché. Et donc, c'était à 20 ans. D'accord. Donc, tu vois, il y a toujours... C'est toujours 10, 10. 10 ans, 10 ans, 20 ans, et là, j'en ai 30. Donc, c'est les dizaines, pour moi, il y a un truc à chaque fois dans mon histoire. C'est symbolique à chaque fois. C'est très symbolique. J'ai hâte d'avoir 40 ans. Et donc, c'est vrai que quand j'ai eu 20 ans, je me suis coupé les cheveux courts. D'accord. Je me suis pas rasé le crâne, mais je me suis coupé les cheveux courts. Oui. Et là, ça m'a redonné un souffle. Et je me suis posé des questions. Je me suis dit, mais d'où je viens, en vrai? C'est quoi mon histoire? Et pourquoi, en fait, nous, on doit prier le Jésus? Et pourquoi on doit écouter la religion des Blancs? Il y a quelque chose derrière. Et moi, je suis une passionnée d'histoire. Donc, est-ce que tu vois comment c'est le fait de m'être coupé les cheveux, de ne plus vouloir mettre de produits toxiques, chimiques, m'a permis de me reconnecter à mon identité. Et j'ai eu une crise très très forte à 20 ans, où le christianisme, c'était j'en veux plus, la culture du blanc, j'en veux plus. Et j'ai commencé à faire des recherches. Et le premier livre que j'ai lu qui m'a marqué, c'est La mauvaise éducation du nègre. D'accord. Ça a été le livre qui a été pour moi un choc émotionnel. Et à partir de là, j'ai dit, je peux plus être une orpheline. Je ne peux plus me contenter de ce que les cultures afro-américaines... C'est pas moi, en fait. Je dois revenir à la source même. Et j'ai commencé à poser des questions à ma mère. Parce que j'avais beaucoup voyagé, en fait. Mais je voyageais pas en Afrique. Je sais qu'à l'âge de 16 ans, j'ai été retournée donc, en Afrique. Donc ça avait été bien et tout. J'avais été avec ma mère. Donc déjà, j'avais commencé à voir les choses autrement parce que là, j'avais 16 ans. Mais après, plus rien, quoi. Et j'étais obsédée par aller conquérir le monde, à droite, à gauche. Bref. Et là, je me suis dit, déjà, en termes de voyage, je vais arrêter d'aller visiter les voyages des autres. Je vais arrêter les pays des autres et je vais me centrer sur moi. Ça a été vraiment un retour d'introspection. Et là, j'ai commencé à faire des recherches sur l'art, la littérature, les musiques. Et je me suis dit, de toute manière, pour savoir qui je suis vraiment, il faut que je retourne en Afrique. Quoi. À la source. À la source même, quoi. Tu sais, c'est bien marrant, à un moment donné, tu milites, tu lis des choses, mais c'est pas suffisant, quoi. Moi, en tout cas, pour moi, c'était pas suffisant. Et j'ai posé une question très forte à ma mère, j'ai dit, grand-père, il va avoir quel âge? Elle me dit, il va avoir 100 ans. Waouh. Et ça, j'ai dit, c'est pas possible. Je me suis dit, mais shame on me, quoi. Je me suis dit, mais Isha, qu'est-ce que tu fais, en fait, pendant tout ce temps-là? Tu vois? Et là, j'ai décidé de repartir. D'accord. Donc là, j'avais 23 ans. Ok. Donc 3 ans quand même plus tard, avec tout ce cheminement, j'avais 23 ans et j'ai cheminé. Jusqu'à tes 30? Ou est-ce qu'entre-temps, tu as eu aussi... Alors, j'ai commencé à poser des questions déjà à ma mère. Oui, la base. C'est pour ça que la mater, c'est la madre, là, je vais poser des questions, mais à fond. Aussi, en même temps, j'avais décidé de plus continuer mes études. D'accord. Parce que c'est quand même s'il y avait quelque chose qui m'a... En fait, plus je plongeais dans ces recherches de l'histoire du peuple noir, plus je ne pouvais plus répondre aux critères du monde occidental tel qu'il était présenté. Faire des études, avoir un diplôme, rentrer dans des cases et après se marier. Il y avait vraiment ce côté sauvage en moi, mais pas tel qu'on peut l'imaginer avec un regard colonialiste, mais le côté liberté. Je veux être libre. Je veux savoir qui je suis et personne ne pourra m'arrêter. Tu vois? Elle m'a dit, il va avoir 100 ans. Et je dis, j'y retourne en fait. Et ça a été un parcours quand même du combattant
parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui où là maintenant la diaspora, tout le monde veut retourner en Afrique, veut réinvestir. À l'époque, c'était très avant-gardiste en fait, moi, ce que je proposais. Et donc je voulais retourner d'abord au Cameroun, mais c'était l'époque de Boko Haram, donc c'était touchy. Et j'avais fait une liste comme ça. Je me suis dit, tout le monde fait un tour de France, pourquoi on ferait pas un tour d'Afrique noire en fait? Puis moi, c'était hyper important pour moi d'aller voir aussi ce qui se passe ailleurs que en Afrique centrale. Je voulais découvrir l'Afrique de l'Est, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique du Sud, le Mozambique. J'avais vraiment cette vocation de me dire, bah là, on aime aller visiter l'Asie, on aime faire ci, on aime faire ça, le tour du monde et tout, mais pourquoi on pourrait... En fait, je me suis dit, pourquoi les désirs occidentaux, on pourrait pas les appliquer aussi dans les cultures noires afrodescendantes. Clairement. Tu vois? Et personne ne dit non mais t'es folle, ça va pas, comment ça tu vas faire un tour d'Afrique, c'est quoi ces délires, tout ça. Ok, j'ai coché Cameroun, je pouvais pas. Après je voulais donc aller en Afrique du Sud. C'était touchy franchement quand tu connais pas quelqu'un quand même, parce que l'Afrique du Sud c'est quand même assez dangereux aussi. C'est hyper dangereux, soyons honnêtes. Puis l'histoire, et puis en tant que femme, et puis en fait la ségrégation elle est toujours hyper là. Mais c'était une histoire qui m'avait beaucoup marquée quand j'étais jeune. D'accord. Donc voilà. Après, je me suis dit, non, il faut vraiment que je connaisse quelqu'un qui puisse être un peu comme être mon garde du corps ou mon guide, vraiment. Et je voulais pas non plus effrayer ma famille parce que c'est quand même une culture que je connais pas, l'Afrique du Sud. Soyons honnêtes, ça n'a rien à voir. Et après, il restait genre le Togo, le Bénin et le Congo. D'accord. Je suis partie jusqu'en Belgique. Ah ouais. Parce qu'en fait, faut que j'explique peut-être la stratégie, comme ça, t'es lectrice. Je m'étais dit, je vais partir de la culture. Donc, j'avais listé tous les musées, en fait, qui parlaient d'Afrique noire et d'Afrique nègre. D'accord. Donc ça a été ma base. Et j'avais pu voir, en fait, en fonction des lieux géographiques en Europe, en fonction du degré de colonisation que le pays occidental avait eu, parce que rappelons-le qu'il parlait quand même à l'époque du fameux gâteau africain. Moi, c'est ce qu'elle allait me donner en fait des bases pour savoir à quel endroit ici en Europe je pouvais déjà avoir des référentiels et peut-être rencontrer des gens qui avaient l'habitude de voyager en Afrique et de faire des navettes. Donc je suis partie jusqu'en Belgique. D'accord. Ah ouais, non mais moi j'ai juste une warrior. Quand ma mère elle me dit il allait avoir 100 ans, mon grand-père, je dis waouh. Ça m'a activé quelque chose en mode puissance grand V. Et je suis arrivée donc à ce musée qui était fermé. Ah mince. Pour 3 ans de travaux. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Je me suis dit mais c'est pas possible, je me reconnectais à mes ancêtres, je me reconnectais à ces savoirs ancestraux. Pourquoi? Et on me bloque. Ça a été vraiment le parcours du combattant. Et j'ai rencontré une femme qui m'a beaucoup aidée, une femme belge dont son père en fait avait beaucoup vécu au Congo, etc., qui était anthropologue. Et j'essayais de lui poser des questions et puis c'était difficile de l'avoir parce qu'il était busy. Et en fait, il m'a dit un truc, je le remercierai toujours, ça m'a marqué. Il m'a dit, écoutez, en restant en Europe, vous arriverez à rien. C'était violent quand même quand il m'a parlé comme ça. Un homme blanc, en plus anthropologue. Il me dit, la seule chose que vous devez faire, c'est aller sur place, aller dans une grande ville et vivre ce que vous avez à vivre. Paf. Ça m'a... Et je me suis dit, mais c'est vrai, qu'est-ce que je suis en train de foutre, en fait C'est du bullshit, en fait, ce que j'essaie de... Et c'est vrai que lui, quand il m'a dit ça, d'avoir ce musée fermé, puis après d'avoir essayé de rentrer en contact et de m'avoir dit ça en pleine figure, je me suis dit, mais il a tellement raison. Donc j'ai changé ma stratégie. D'accord. Et je me suis un jour, je parlais à un monsieur, donc parce que j'ai oublié de dire, mais je suis masseuse, donc je rencontre beaucoup de gens dans ce domaine-ci. Et donc j'avais rencontré un monsieur à un salon du bien-être, un vieux monsieur qui faisait du massage ayurvédique, massage des pieds, etc. Et puis on était rentrés en lien. Et puis un jour, je vais le voir dépité. Et je lui dis, je comprends pas. Je veux retourner chez moi. Je veux retourner sur le continent. Et j'ai trop de blocages. J'arrive pas, quoi. Il me dit, moi, j'ai de la famille en Afrique. Waouh. Je me dis, what? Et là, je me dis, encore un colon, là, dont sa famille vit depuis 30-40 ans. Il me dit, non, mon beau-frère, il est béninois. Ah ouais. Et là, franchement, je me suis dit, waouh. Parce que les gens ne se rendent pas compte, mais j'ai tellement demandé
je me suis tellement mis à genoux, j'ai tellement pleuré, j'ai tellement été dans la nature, j'ai tellement demandé à la terre de dire, mais bon Dieu, mais comment faire pour me reconnecter en fait à cette spiritualité des peuples noirs, quoi. Je sais qu'il y a quelque chose. Et là, ce jour-là, je m'en souviendrai toute ma vie. Et donc, il m'a dit, je peux lui envoyer un email. Il lui a envoyé un email. Mais c'était, tu sais, le genre d'Africain comme ça, un peu notable, qui avait réussi, je dirais un peu du MSSR, tu vois. Donc, toujours un peu snob aussi, ces gens-là, tu vois, ces intellectuels africains, bref. Et puis, par rapport à ma démarche, quand j'avais été claire, je dis, écoutez, j'ai envie de me reconnecter, en fait, aux spiritualités noires, etc. Et je sais que le Bénin, quand même, le royaume de Dahomey, c'est quand même le foison avec le vaudou, etc. Il m'avait un peu snobé, quoi. Je dis, what? Je me suis dit, je vais aller jusqu'au bout, parce que je sentais qu'il y avait quelque chose. Je sentais que c'était une porte d'entrée pour moi. Et il me dit... le monsieur avec qui je suis en contact, je dis réessayer, demander à quelqu'un d'autre, c'est pas possible. Et donc finalement, il demande en fait cette fois-ci, regarde ce qui est intéressant, il avait demandé d'abord à son beau-frère, donc énergie masculine. Et là il demande à sa belle-sœur. D'accord. Donc l'énergie féminine. Et là elle lui dit si je connais quelqu'un qui est spécialisé en fait justement dans ce qu'on appelle le tourisme culturel, cultuel, le tourisme spirituel en fait cultuel, c'est-à-dire c'est la jonction du coup des savoirs culturels et spirituels. Il est spécialiste dans ça. Super. Bam, j'ai dit waouh. Et là en fait, tout le cheminement finalement que j'avais déjà engagé à l'âge de 10 ans, à l'âge de 20 ans. Il était en train de prendre forme. Tu vois. Et la chance a fait que cette personne venait à Paris 2 mois plus tard. D'accord. Pour toute une tournée vaudou en France. Génial. Et c'est vrai que j'oublierai jamais parce que moi, ça m'a permis, j'ai fait vraiment un saut quantique parce que j'ai pu voir qu'en fait, il y avait un public blanc, français, qui était intéressé, qui était connecté, qui savait qu'il y avait des savoirs ancestraux puissants en lien avec la spiritualité du peuple noir. Donc ça m'a permis de rentrer dans tout un monde, en fait, auquel je n'avais jamais eu accès. Parce que là, il y avait le monde de la spiritualité. J'ai pu voir donc à travers cette tournée, parce que je l'ai accompagné sur certains events qu'il avait, de voir qu'il y avait des Blancs qui n'avaient pas cette espèce de choses dégueulasses dans le cerveau, tu vois, très colonial, très esclavagiste, très rabaissant. Donc ça m'a donné énormément confiance en moi. Ça m'a donné beaucoup de confirmation que j'étais dans la bonne direction. Et ce paradigme, là aussi, si tu me parles de paradigme, je parle de plein de choses, mais ce moment a été crucial dans cette construction du paradigme. Parce qu'en fait, je le vivais dans la chair. C'était pas dans les livres. C'était pas un truc genre, on va faire une manifestation anti-racisme. C'était pas un documentaire. C'était un truc que je vivais dans mon corps. Tu te souviens, quand je te dis au départ, la relation première que j'ai eue avec ma mère, c'est le corps, c'est la chair. Tu vois? Et c'est très fort, en fait, dans nos cultures, ce lien. Et donc, de voir ça, de mes propres yeux, de dire, waouh, c'est possible. Et tout le monde applaudit. Il n'y a que des blancs. certains afro-américains, certaines personnes afrodescendantes, de voir même des sœurs religieuses blanches qui allaient à des conférences sur le vaudou et qui participaient et qui disaient merci de nous apporter ça. Ah ouais, non, mais moi j'ai dit waouh, j'étais en France quand même, j'étais en Europe. Suite à ça, j'ai dit je pars. Et donc il a fait sa tournée donc pendant 2 mois. Il est rentré donc au Bénin donc en décembre. D'accord. Et 2 mois plus tard, j'étais au Bénin, en Afrique noire, sur le royaume de Dahomey, 8 ans après. La dernière fois. C'est ouf. C'était le destin. C'était le destin, mais parce que j'avais tellement demandé. J'avais tellement prié. Et je pouvais pas faire autrement, sinon j'allais mourir. Tu vois, j'avais fait 7 ans de psychanalyse. 5-6 ans, je faisais de la psychanalyse donc classique freudienne. J'ai eu de la chance
d'être accompagnée par cette psy qui n'était pas raciste, qui était blanche, mais qui était aussi musicienne. Et je pense quand même, quand on est artiste, ça aide énormément. Et je la questionnais tout le temps, quoi. Je disais, mais pourquoi on en est là, nous, les Noirs? Et pourquoi la colonisation? Et pourquoi l'esclavagisme? Donc d'avoir cette médecine conventionnelle, quand même, tous les mercredis, m'a permis quand même d'asseoir aussi ce que je revendiquais à travers les peuples chamaniques, les peuples indigènes et autochtones. Donc, quelque part, j'ai eu la chance d'avoir les deux cultures qui m'ont aidée pour revenir à moi. Oui. Tu vois? Et je me souviens, ma psy, quand je suis rentrée de ce voyage au Bénin, elle m'a dit « Vous n'êtes plus la même. » Waouh. Et c'était beau parce qu'elle était témoin, en fait, oui. de ce retour à la source et de voir comment je m'étais reconnectée à mon moi indigène autochtone. Et ça aussi, ça fait partie de ce paradigme, tu vois. C'est hyper intéressant. Et là, la question qui me vient à l'esprit, parce que du coup, on est quand même chez Tant que je serai noire, et il faut parler de maternité quand même. Mais en fait, ce qui est fou, c'est que à chaque fois, ce qui m'a drivée, c'était mon intuition. Oui. Tu vois, qui sont des qualités féminines. Ce qui m'a ouvert le chemin, c'est ma mère. Oui. Tu vois, ce qui m'a... Et de par son lien aussi avec ses grands-mères, elle portait ça en elle. Ouais. Donc il y a toujours un fil conducteur au niveau du féminin, déjà. Aussi, je porte le nom de ma grand-mère. D'accord. Et ma grand-mère, en fait, c'est une paysanne. Bon, elle n'exerce plus, mais c'est une paysanne. Mais elle avait pour coutume de soigner les femmes. D'accord. All right. Et c'est-à-dire que pour l'accouchement, elle préparait une mixture de plantes, de faire en sorte que la femme n'ait pas à avoir de césarienne. D'accord, waouh. Donc, c'est une véritable protection. Donc, sachant que moi, je porte son nom, je suis déjà reliée à ça. Donc, tout ce qui concerne la santé des femmes, l'accouchement, les menstruations, ce que c'est d'être une femme, d'incarner son corps en tant que femme, c'est quelque chose, en fait, qui est vraiment dans mon ADN. D'accord. Que je porte en moi. Voilà. Et aussi du fait que comme je suis masseuse, donc j'ai massé des hommes et des femmes, et ça n'a rien à voir. Ouais, tu sens une grosse différence. C'est totalement différent. Donc déjà, au fur et à mesure de mes expériences, j'ai pu voir à quel point être une femme, c'était très particulier. Ouais. Et quand je suis allée en fait au Bénin, donc ce voyage énigmatique, mon maître, il m'a dit quelque chose de très fort. Suite à mes initiations, il m'a dit, écoute là maintenant, Isha, il faut que tu t'occupes de ton féminin sacré maintenant. Ouais. C'est lui qui m'a initiée à ça. Donc il a fallu que j'aille jusque au Bénin. Au Bénin et encore sur le continent noir pour me souvenir de ça. Et dans les traditions vaudou, en fait, ils ont vraiment une vision de la femme qui n'a rien à voir avec les cultures occidentales ou dans les traditions chrétiennes. La femme est sacrée. Le corps de la femme est sacré parce qu'il est dit qu'en fait qu'elle est la réplique la plus parfaite et la plus complète de Dieu. Wow. Du grand créateur. Donc juste le fait d'être une femme, c'est quelque chose de sacré dans ces traditions. Et on protège énormément, en fait, cette incarnation en tant qu'humanoïde, en tant qu'être humain. Et parce qu'elle porte la vie. Oui, c'est ça. Et dans la légende vaudou, dans cette mythologie, dans cette cosmogonie, il est dit que nous descendons de la femme noire primordiale. Toutes. Oui. Toutes les femmes. Et que cette femme, cette ancêtre femme que nous avons toutes en commun, elle s'est incarnée d'elle-même. Contrairement à l'homme, qui a dû passer dans le ventre d'une femme. On y vient, rappel. On y vient quand même à l'histoire de la maternité. Ouais, clairement. Donc le fait de pouvoir porter la vie, ces êtres humains, qui sont des femmes, détiennent en elles des secrets du mystère. Ouais. Parce que c'est quand même une expérience assez mystique. Clairement. En vrai, d'être enceinte, qu'on veuille un enfant ou pas. De se dire, waouh, il y a un être, en fait, qui va pousser dans mon corps. Ouais. Et même en tant qu'être humain, même si on ne veut pas être mère, ou même si on ne veut pas d'enfant, on se dit, attends, tu te rends compte que quand même, tu as vécu pendant 9 mois
dans le corps de ta maman. C'est pas mystique en fait. On se dit pas que la nature est juste grande par rapport à ça. Et ce qui est aussi hyper intéressant dans les traditions vaudou, c'est que donc le fil conducteur, c'est le culte des ancêtres et le culte de la nature. D'accord. Et le corps des femmes est la réplication parfaite de la nature. De par nos cycles, nous avons les mêmes cycles que la nature. Tu vois, par ce qu'on appelle les règles, les menstruations, on a différentes phases. En fait, on a 4 phases en fait, dans notre cycle à chaque fois. Et ces 4 phases en fait, sont reliées aussi aux 4 saisons. D'accord. All right. Je sais pas si je suis assez Non, mais je comprends claire. En tout cas. Ouais. Et donc, par exemple, quand on a notre sang qui coule, ce qu'on appelle aussi dans les traditions donc, amérindiennes autochtones, on dit que c'est l'hiver. Ok. Et donc, ça a un temps de purification. Et finalement, on est les seuls êtres humains sur cette terre à vivre cette expérience. Que notre corps, notre bassin, va s'ouvrir, du coup, et va se refermer. Parce que les hommes, leur bassin, il va pas avoir cette espèce de flexibilité. Donc déjà, le fait d'avoir cette capacité naturelle d'ouvrir son corps et en fait d'être connecté à l'énergie de la terre, mère, la Pachamama, et en même temps d'avoir... Voilà, quand on a nos menstruations, on est beaucoup plus sensible, on a une intuition décuplée, on est à fleur de peau. C'est parce qu'en vérité, notre 3e œil, notre conscience s'ouvre. Tu vois. Donc, on a accès à d'autres mondes parallèles que dans la vie physique classique, on ne voit pas. Et donc, dans ces traditions, juste le fait d'être une femme, c'est extraordinaire. Parce qu'on porte en nous, en nos seins, cette maternité. Qu'on veuille des enfants ou pas. Juste parce que l'on est. Tu saisis ou pas ce que je veux dire? Et donc, il y a des rituels, il y a des chants, il y a des danses spécifiques. Où la règle numéro 1, tu dois saisir ce que c'est d'être une femme. D'accord. Et que c'est une mission. De toute une vie. De toute une vie. Oui. En fait, c'est une recherche sans fin. C'est une recherche sans fin. Et la règle numéro 1, c'est que tu dois savoir qui tu es, d'où tu viens et pourquoi tu es là. Et que si tu t'es incarnée en tant que femme, c'est pas pour rien. C'est qu'il y a une raison. C'est qu'il y a une raison. C'est que tu es là pour servir. Là, par rapport à tout ce qui se passe actuellement, moi, il y a une image qui me vient là tout de suite. Quand même, je sais pas, de cette femme, la sœur avec l'affaire Adama. Assa Traoré. Il faut que je prononce bien son prénom. Quand je la vois, pour moi, elle incarne le féminin sacré et la maternité dans tout ce qu'elle est. Tu vas me dire, c'est vrai qu'elle est mère, elle a des enfants, mais la façon dont elle défend son frère, comme si c'était son propre enfant, pour moi, c'est je sais pas, en fait... Il n'y a pas besoin, en fait, d'avoir d'enfants pour comprendre le rôle d'une femme, à quel point une femme, c'est la gardienne de la terre, c'est la gardienne de son foyer, c'est la gardienne des uns et des autres, et il y a ce côté protecteur. Et moi, du coup, j'ai une vision de la maternité beaucoup plus sacrée et spirituelle, et multidimensionnelle, tu vois, avant de rentrer tout de suite dans le côté très physiologique et physique de la chose, ou qui est pour moi plus une vision occidentale et réductrice. Tu vois? Oui, réductrice, effectivement. Réductrice, parce que je vois, il y a plein de femmes, elles sont mères, physiologiquement parlant, mais elles ne le sont pas spirituellement parlant. Non, mais c'est clair. Et c'est là toute la problématique, entre guillemets. Parce qu'il y a, comme tu le disais, cette recherche de soi qui n'a peut-être pas été faite. Ce travail, en fait, d'introspection, de se réapproprier, en fait, son identité, sa particularité, je le redis, en fait, à chaque fois. Être une femme, c'est quelque chose de particulier, qu'on le veuille ou non, qu'on l'accepte ou pas. D'avoir des seins, d'avoir un vagin, d'avoir un utérus. C'est vrai que moi, mon maître, il m'a enseigné comment me servir de mon utérus, et qu'en fait, un utérus cosmique, et que c'est pas juste pour procréer. Donc, il m'a emmenée dans quelque chose de tellement immense, et qui me connecte, en fait, à la mère, à the cosmic mother, à la mère universelle, à la mère cosmique, au rôle de la Terre, au rôle de la Lune. Et je pense que le débat, il est intéressant si on
se projette sur ça. Oui. Et je pense que si on se questionne par rapport à ça, notre désir d'enfant ou notre vision de ce que c'est d'avoir un enfant peut déjà changer. Oui. Enfin, elle peut être... C'est pas qu'elle peut changer, mais l'angle qui est pris peut déjà être abordé différemment. Et là, c'est enrichissant. Oui. On n'est plus dans ce truc de dualité, je veux des enfants ou pas des enfants, est-ce que je désire... Non. Déjà, laisser au temps aux femmes de savoir, de se réapproprier qui elles sont, de se réapproprier leur corps, de vivre leur cycle en conscience, de vivre leur menstruation avec moins de douleur. Moi, ce que je me dis aussi par rapport à cette histoire de désir d'enfant, il peut aussi y avoir des peurs archaïques qui remontent parce que à l'époque, quand même, il y a quand même beaucoup de femmes qui accouchaient et qui mouraient. En couche, ouais. En couche. On n'en parle pas encore de ça. Et peut-être que c'est le droit, en fait, à une femme de dire « j'ai pas envie de me reconnecter à ça. J'ai pas envie de revivre ça parce que je suis propriétaire de mon corps. Je suis la gardienne, je suis la reine de mon royaume. Et j'en fais ce que je veux de mon corps. » Exact. Tu vois ? Et je pense que quand tu amènes le débat vers ça, on n'est plus de l'histoire de... En fait, c'est juste... C'est même pas une histoire... Et puis, d'avoir un enfant ou pas. C'est déjà de se dire, est-ce que déjà j'arrive à connaître mon corps tel qu'il est ? Est-ce qu'il y a ce lien fort, intrinsèque ? Est-ce que j'arrive à avoir cette intimité ? Parce que notre corps, il est tout le temps hyper sexualisé, il est animalisé, enfin surtout en tant que femme noire, il est hyper sexualisé, animalisé, politisé, dogmatisé au quotidien. Quand on regarde quand même l'image de la femme noire... Déjà, dire la femme noire, c'est déjà... Tu vois, pendant l'époque de l'esclavage, ou quand on a vu aussi ces femmes, même pendant le Moyen-Âge, qui allaitaient des enfants blancs... Oui. Je sais pas. Je pense que déjà, le taf, il devrait se faire par rapport à ça. Ouais. Et puis, il y a personne d'autre qui peut nous dire ce qu'on fait avec notre corps ou pas. Exact. Et peut-être qu'on n'a pas envie, c'est notre droit, d'avoir un être qui pousse dans notre corps. Ça peut être aussi glauque. Oui, c'est clair. Pour certaines, c'est pour juste... certaines. Et puis, je pense que... Ça dépend, j'ose le dire là dans ton podcast, parce que voilà, les gens savent que je travaille dans la spiritualité, mais si on a eu des vies antérieures, on a eu des traumatismes, ou si on porte en nous des mémoires, en fait, où à chaque fois qu'une femme a accouché, l'enfant mourait, ou qu'il y a eu beaucoup d'IVG, ou que notre maman, en fait, elle a fait beaucoup de fausses couches, tout ça, ça à prendre en compte. Ouais. Et ce qui peut expliquer qu'aussi que cette femme-ci, dans cette vie-ci, elle dit non, j'ai pas envie d'avoir d'enfant. Oui. J'ai pas le désir. Et peut-être que ça va être libérateur pour les femmes d'avant. Ouais. Mais ça, on ne sait pas. De prendre ce recul, c'est beau parce que, en fait, on entend beaucoup de femmes se dire il faut nous réapproprier nos corps, etc. On a l'impression que c'est vraiment le premier degré. Je vais d'abord connaître mon utérus, mais ça reste très scolaire, je sais pas comment expliquer, que là toi tu vas vraiment au-delà, c'est vraiment une spiritualité, une reconnexion à soi, et je pense que beaucoup de femmes sont à côté de la plaque encore, tu vois, et du coup donc toi les cercles de femmes que tu proposes, est-ce que tu veux en parler un petit peu? Ça va, on arrive toujours à bien suivre le fil conducteur. Alors, mes cercles de femmes. Revenons quand même à l'histoire du paradigme pour faire la transition. Pourquoi j'en suis arrivée à cette histoire de paradigme africain et de féminin sacré 2.0 africain ? Parce que comme tu le sais, donc, mon maître, on revient à ce petit épisode qui est quand même hyper important, mon maître m'a dit, écoute, là maintenant Isha, tu dois faire ce travail de te réapproprier ton corps de femme et d'y apporter quelque chose de sacré et de cosmique. Parce que, je le dis là à l'antenne, voilà. J'adore les hommes et j'avais beaucoup de relations. D'accord. Et là, il m'a dit, tu te rends pas compte, en fait, de ce qui se passe quand tu fais l'amour avec ces hommes. Et je me dis, il voit toutes mes relations, j'avais honte, etc. Et en fait, il me dit, non, mais il y a des fonctions, en fait, que tu dois découvrir et que tu dois saisir. En fait, parce que ton utérus, c'est une espèce de réceptacle comme ça, c'est une espèce de vaisseau qui est rempli d'énergie, etc. Et tu peux pas, en fait, recharger les autres, les hommes avec. Donc déjà, ça a été, paf, la grosse claque. Et donc, quand je suis rentrée à Paris, je me suis dit, je vais m'intéresser plus en profondeur et je vais voir ce qu'il y a. Et donc,
les cercles de femmes sont arrivés à ce moment-là. D'accord. Donc ça, c'était en 2015. Ok. Juste pour resituer. Oui. Donc là, j'avais 25 ans. Donc il y a eu 10 ans, 20 ans, 25 ans, et puis là, 30 ans. Et j'ai fait, en fait, pendant 5-6 ans, des cercles de femmes. D'accord. Mais à fond, les ballons. Moi, je suis une chercheuse. Donc j'y vais. Je suis une paysanne, en fait. Je suis connectée à cette énergie. Je suis au fond des choses. J'en ai fait énormément. D'accord. Et j'ai réalisé que déjà, il n'y avait pas de femmes noires. Elles n'existaient pas. Et je me suis dit, mais comment je peux me projeter et m'identifier s'il n'y a pas de femmes comme moi? Oui. Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas pareilles chez une femme blanche, occidentale, française. C'est pas le même vécu, c'est pas la même histoire. Et ça a commencé à me questionner. Puis après, ça a commencé à m'énerver. Et puis en fait, j'ai vécu du racisme au sein de ces cercles de femmes. J'ai vécu du colonialisme au sein de ces cercles de femmes. J'ai vécu beaucoup de projections. Et je me suis dit, waouh! Donc il fallait que... En fait, si tu veux, c'est tellement touchy, cette histoire des spiritualités. Oui. Noires. Il y a tellement, en fait, de... je sais pas comment dire... de niveaux de conscience qui s'entremêlent à chaque fois. Que moi, ma particularité, c'est que je fais tout en un à chaque fois. Et je me suis dit, en réalité, il n'y a pas d'espace sacré, safe, sécure, pour la femme noire afrodescendante. Let's be honest. Il n'y en a pas, en fait. Et je me suis dit, comme ça m'avait tellement fait mal, parce que j'ai mis du temps à comprendre qu'en fait, ces regards qu'on pouvait avoir sur moi, ou ce truc énergétique, tu sais, comme je sens tout, etc., moi, avec le corps, qu'en réalité, c'était du rejet, ou c'était du dégoût, ou c'était qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là, etc. Oh, comment se fait-il qu'elle puisse exprimer si bien ses émotions, comment, tu vois? Je me suis dit, fuck off, you know? Vous voulez pas de moi, vous voulez pas de nous, je me barre et je vais créer mon propre monde et ma propre vision du féminin sacré. Donc c'est comme si je poursuivais en vérité ce dont à quoi mon maître m'avait initié. Et en vérité, c'est ça qu'il m'avait dit. Quand il m'a dit, t'es pas comme les autres. En fait, il était en train de me dire que j'ai l'énergie de la prêtresse, que je porte en moi, en mon sein, comment dire, je dirais... ces enseignements du féminin sacré. Et quand je repense à l'histoire de ma grand-mère, bah c'est vrai. Tu vois, je vois qu'il y a beaucoup de femmes maintenant qui se déclarent prêtresses, chamanes, guérisseuses, thérapeutes spécialisées dans le féminin sacré, mais tu dois remonter à l'histoire. Tu dois savoir si tu as été choisie par la nature. Tu dois savoir si tu as été désignée par les ancêtres. Et en fait, c'était juste un fait pour mon histoire. Et je me suis dit, je vais créer des cercles de femmes, Luna Africa, pour rendre hommage, en fait, à toutes ces femmes que j'avais vues donc, au Bénin, qui incarnaient vraiment pour moi le féminin sacré, enfin, un des féminins sacrés africains, parce qu'il y en a plein, je dis le féminin, mais bon, il y en a plein, c'est des cultures africaines, des spiritualités noires, c'est pas, voilà. Et ce que j'avais vu en elles, chez ces femmes, c'était une posture, un port de tête. Waouh! Elles étaient juste là. Et ça, je me suis dit, mais mon Dieu, j'aimerais tellement pouvoir aller à des cercles et être connectée à ça. Et je le retrouvais pas. Et j'étais frustrée. Et j'étais en colère. Et j'étais affamée. Tu vois? Donc j'ai dit, ben, comme mon maître me l'a dit, qu'en fait, c'était moi qui devais ouvrir la voie et faire le job. Parce que j'ai quand même le troisième signe du zodiaque que j'ai dans mon thème astral, c'est le Verseau. D'accord. Et le Verseau, c'est celui qui initie, en fait, des mouvements de conscience, qui crée des nouveaux paradigmes. J'ai dit, OK, I'm gonna do the job. Et les cercles Luna Africa ont été créés. Voilà. Et ces cercles, c'est quoi? C'est un espace safe, sécure, antiraciste, anticolonialisme, anti-esclavagisme et anti-commerce triangulaire. C'est-à-dire que quand tu viens à ce cercle, ne t'attends pas à ce que je fasse la bamboula. Ou j'adore Joséphine Baker, je l'adore, je porte mon cœur. Mais cette imagerie, tu vois, de la nana qui va te chanter ce que tu veux, qui va te faire... Non. Déjà, c'est hyper important parce que
moi, je réalise que des enseignantes noires, ça n'existe pas, en fait, dans le cursus scolaire, tel qu'on peut le voir ici en France. Certaines personnes ont déjà eu un professeur noir, africain, mais c'était un homme. Donc, en vrai, c'est inédit, ici en France, qui plus est en plus dans le domaine de la spiritualité, d'avoir une femme enseignante, noire, africaine, et qui le revendique, et qui te parle de vaudou quand même. Tu vois, ça fait beaucoup de choses. Et les cercles Luna Africa, c'est avant tout, je dirais, une école de pensée. Tu vois, qui consiste à se réapproprier ses savoirs ancestraux et ce lien déjà avec ses ancêtres, avec la nature. Et je me suis dit que comme il n'y avait rien qui me correspondait, bah, il était de mon devoir en fait de créer. Parce que tu ne peux pas te plaindre qu'il n'y a pas quelque chose qui est fini. Si toi, à un moment donné, moi je pense qu'il faut sortir de l'état de la victime. Et prendre le dessus. Et prendre le dessus. Et le lead même. Et le leadership. Et moi, pour moi, c'est se reconnecter aussi à son masculin sacré, à sa guerrière de lumière par rapport à ça. Tu vois ? Donc je me suis dit, j'ai les épaules pour, j'ai été initiée pour, c'est ma mission d'âme. Tu vois, quand je dis ce que c'est d'être une femme et tout, c'est la question que je me suis posée donc, au départ. Pourquoi je suis ici ? Qu'est-ce que je dois faire, etc. Et on apprend déjà à écouter et à recevoir l'enseignement dans ces cercles. La sagesse. Et ça, c'est pas facile pour les femmes. Tu vois ? Parce qu'elles sont habituées à écouter des hommes. C'est ça. À se soumettre à la parole d'un homme. À faire davantage confiance à un homme. À se laisser davantage influencer par un homme. Parce que les hommes, c'est quoi ? C'est la physique quantique, c'est le monde des scientifiques, c'est le monde de la médecine conventionnelle. Donc là, tout d'un coup, on leur dit non, déjà tu vas écouter une femme, ensuite c'est une femme noire, ensuite qui revendique son africanité, qui te dit tu te tais, l'autorité, tu vois. Et elle te dit non mais en fait je t'apprends ce que c'est d'être une femme, parce que tu sais pas. Et qu'il y a des enseignements sacrés et que c'est pas du féminisme tel qu'on peut le voir à la Blanche, à l'Occidentale, Simone de Beauvoir. Tu vois ? Donc c'est chamboulant, ça remue. On chante, on danse. C'est avant tout des cercles de guérison. D'accord. Et les femmes, actuellement, toutes les femmes, toutes races comprises, elles ont besoin de guérir. Parce que si elles passent pas par ça, elles pourront pas aller plus loin dans leur cheminement de maternité et de voir pourquoi finalement je désire un enfant et je désire pas un enfant. Pour moi, le propos, il est même pas là. Tu vois, c'est déjà étape par étape. Donc c'est ce que je propose dans mes cercles de femmes, Luna Africa. C'est de se reconnecter finalement à la lune, qui est en fait l'archétype du féminin au niveau des astres, mais avec un regard autochtone et indigène. C'est pour ça que ça s'appelle Luna Africa. Ok. En tout cas, ça donne envie. J'espère que à l'issue de cette interview, il y aura des personnes qui vont, parce que c'est le but. Donc, au départ, mes cercles ils sont ouverts donc, pour toutes les femmes. Mais pour les femmes, aussi blanches occidentales, qui veulent sortir de ce racisme systémique, qui veulent entendre la parole à un autre son de cloche, donc du chamanisme Médine Africa, qui veulent aussi sortir de leur peur, parce qu'il y a beaucoup de femmes, en fait, elles ont juste peur de moi parce que je suis une femme noire, disons-le, revenons à la couleur de peau, de créer aussi de la sororité et de recréer du lien entre les femmes blanches occidentales et les femmes noires africaines, qu'il y a un respect qui soit remis en place. Et les cercles Luna Africa sont aussi des cercles exclusivement aussi pour les femmes noires afrodescendantes. Donc je fais plusieurs types de cercles. D'accord. Des cercles mixtes, parce que c'est aussi important d'avoir en face de soi, quand tu es une femme blanche, tu as l'habitude tout le temps d'être entourée de femmes blanches, d'avoir en face de toi une femme noire qui a aussi des émotions, des sensations, qui est aussi intelligente que toi, qui a cette intelligence émotionnelle, d'arrêter d'être dans l'image de angry black woman ou de la femme forte, la mama Africa, une image qu'on peut avoir beaucoup à travers les rappeurs, malheureusement. Ma mère, c'est une femme forte. Non. Tu vois ? Une femme noire, elle a le droit d'être triste, elle a le droit d'être vulnérable, elle a le droit de dire qu'elle en a marre, elle a le droit de dire que c'est dur, tu vois ?
Et c'est pas un truc réservé qu'à un certain type de femme. Exact. Tu vois? Donc ça, c'était hyper important pour moi. Et aussi de permettre aussi à ces femmes-ci de se reconnecter à leur mère intérieure. Tu vois? À leur mère cosmique. Oui. À leur puissance. Et peut-être sortir aussi du carcan de ce qu'on peut avoir dans notre inconscient collectif en tant que femme noire, de la Mama Africa, quoi. Oui. Donc c'est vraiment mon but, quoi. Donc, quelque part, en fait, j'œuvre pour le chemin de la maternité, tu vois, mais de manière multidimensionnelle. Oui. Et de toujours laisser le choix. Oui. Parce que donner la vie, c'est pas chose facile. Clairement. Si déjà tu t'es pas déjà donné ta vie, ta propre vie à toi, que tu t'es pas reconnecté à ton moi indigène, à tes ressentis, à ton bas-ventre, à ton corps, je veux dire, à ton sexe, à ton cœur, à qui tu es, comment tu veux prétendre après c'est ce que je vais transmettre? Bullshit. Ouais. Tu vois? Et moi, je préfère être dans un monde où il y a des femmes, elles ont le choix de te donner la vie, ok? Mais qu'elles fassent le job. Ouais. Non, mais c'est ça. Qu'elles prennent pas la chose à la légère. Exactement. Que c'est une responsabilité. Que c'est une vraie responsabilité. C'est une responsabilité multidimensionnelle. Parce que le monde dans lequel on est actuellement, c'est la guerre. C'est une guerre spirituelle. Elle se dit, ouais, cocotte, pourquoi tu veux un enfant, en fait? Tu veux un enfant pour toi? Tu veux un enfant pour ton propre intérêt? Pour dire, ah, c'est beau d'avoir, j'ai un enfant, j'ai mon fils, j'ai ma fille? Ou tu veux avoir un enfant pour servir l'humanité? Et une femme qui désire ne pas avoir d'enfant, mais c'est parfait. Parce que, comment dire, peut-être qu'elle a déjà eu assez d'expérience dans des vies antérieures. Donc en fait, ce que j'essaye de dire, c'est parmi ces deux profils, c'est-à-dire, ok, tu veux prolonger la vie, mais est-ce que tu sais quelle vie tu vas prolonger encore? Et l'autre dit, je décide de stopper, entre guillemets, enfin, la vie, l'histoire de procréation, parce que je sais que déjà, des choses ont été faites. Tu vois, l'image un peu celle qui, comme ça, et celle qui, comme ça. Et à la fin, on se rejoint toutes. Parce qu'on a toutes déjà été mères. Exact. Tu vois, il faut juste s'en souvenir. Tu vois. Et pour moi, la finalité, c'est la maternité, en fait, spirituelle. Si tu arrives déjà à prendre soin de toi-même, à te cajoler, à dire stop, à poser des limites, à t'offrir un massage, à dire même à ton homme, non, là, je veux pas. Tu vois. C'est prendre soin de soi, finalement, mais sous tous les aspects. Et la priorité numéro 1, c'est toi. Oui. En tout cas, c'était très beau et je pense que c'était nécessaire de t'avoir ici parce que quand on est dans un monde occidental et qu'on a la vision, il faut le dire, hein, on a été éduqué dans cette société, donc on a une vision qui est assez, on va dire, schématisée, théorisée. Donc c'était bien de remettre les pieds sur terre. Donc merci. Mais avant de t'abandonner... J'ai oublié de dire un truc aussi. Pour moi, ce qui est hyper important, c'est la sororité. Oui. C'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir de clivage entre une femme qui veut un enfant et qui ne veut pas d'enfant. Oui. C'est bien de le rappeler. De pas qu'il y ait de jalousie ou de compétition, de sentir plus supérieur ou inférieur. C'est pas vrai, en fait. Le plus important, c'est que déjà d'être une femme, c'est une expérience sensationnelle. Exact. Et on doit revenir à ça. Tu vois. Et la femme qui est en face de toi peut être ta mère le temps d'un instant. Et vice-versa. Et ça, pour moi, c'est ça aussi, les cercles Luna Africa. Waouh. En tout cas, ça résume et ça reprend bien l'idée du podcast. Ouais, j'espère que j'ai raconté ma vie, mais j'essaye toujours de faire quand même des liens très clair, et que voilà quoi. Donc moi, je remercie vraiment ma mère, ma grand-mère, qui m'ont transmis beaucoup. J'ai moins de liens avec le côté paternel parce que j'ai autrement, ça s'exprime autrement. D'accord. Mais je remercie bien évidemment aussi ma grand-mère paternelle parce que j'ai aussi des origines égyptiennes de là-bas. Donc, bon, ce sera à explorer à un autre moment. Ok. Voilà. Mais du coup, avant de te laisser, j'avais quand même 3 questions. Oui. La première étant, est-ce que tu as une chanteuse afrodescendante préférée? Oui, en espérant qu'elle n'a pas été déjà prise. Angélique Kidjo.
Ah bah non, tu vois. Yeah. Angélique Kidjo, donc franchement, Angélique Kidjo, c'est une femme donc noire. Est-ce que tu as un titre qu'on peut passer en même temps? D'origine africaine, d'origine béninoise. Oui. C'est Mama Africa. Oh, tu vas la retrouver. Et c'est trop beau parce que quand j'ai fait mon live pour parler du féminin sacré africain 2.0, j'ouvre le bal avec cette musique dans mon live que j'ai fait sur Instagram. Et je pense que ça m'a beaucoup aidé. Et elle prône beaucoup le vaudou. Oui, ok. Donc c'est une vraie prêtresse. Wow. Donc voilà. Je sais pas si c'est la bonne version. Ah, il a mis la version live. Ok. Ok. Et donc elle chante aussi. Voilà, cette femme est connectée à la terre, crâne rasé, j'adore. Ouais. C'est vrai que c'est quand même une personne... Alors, je me permets de dire que cette femme, quand elle était en France, donc elle voulait chanter dans sa langue, donc je crois le Mila, si je dis pas de bêtises, parce qu'après moi je suis pas béninoise, etc. Mais qu'à chaque fois ici en France, on dit « Mais pourquoi tu veux chanter dans ta langue ? Faut que tu chantes en français ou en anglais ?» Et elle a dit, ben non, attendez, je suis béninoise, je rends hommage quand même à qui je suis, etc., à ma langue maternelle. Et donc, on lui a dit que ça allait pas marcher et elle est partie aux États-Unis, du coup. Et là, ça a été un succès. Waouh. Donc, allez écouter Angélique Kidjo. Merci pour cette reco. Et en termes d'actrice, alors, est-ce que... Alors, donc, il y a un film qui m'a beaucoup marqué. Je pense que j'avais peut-être 18 ou 19 ans. C'était encore... Enfin, je sais pas pourquoi j'ai toujours été, finalement, l'histoire des femmes, en fait. Et donc, c'est vrai que l'excision, c'est un sujet horrible dont on parle pas beaucoup, mais qui touche quand même les femmes, pas partout en Afrique noire, mais qui touche quand même beaucoup de femmes noires. Surtout qu'en plus, l'excision, c'est pratiqué par d'autres femmes sur d'autres petites filles. Donc tu vois, là aussi il y a un féminin à réparer, etc. C'est pas que glamour comme ce que je vais présenter, mais il y a aussi ce truc-ci, etc., qui est plutôt glauque. Et ce film qui m'a marqué, donc c'est Fleurs du désert, qui m'a ouvert, qui a participé aussi à ce paradigme que j'aime beaucoup. Et donc, le nom de l'actrice, c'est Lia Kebede. Lia Kebede. Donc, voilà. En tout cas, c'est un très bon choix et c'est vrai que ce film, il est super dur. Il est intense, hein. Il est poignant, mais je pense que ça a le mérite. Ça me donne l'idée que je devrais le faire visionner pendant des cercles de femmes. Luna Africa. Exactement. Ce serait bien. Bah, merci. Et dernière question. Comment est-ce que tu terminerais la phrase « Tant que je serai noire » Tant que je serai noire, je continuerai d'avoir de l'espoir. Waouh, très beau. Merci. Je peux faire un petit... on avait fait un petit chant. Oui, si tu veux, oui. Ouais. Pour conclure, comme je suis quand même chanteuse musicienne. Donc, c'est un chant, en fait, qui permet de se connecter à sa guerrière de lumière. Donc, ça fait... Boutam, boutam, boom 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 boutam, cha cha, boutam, cha cha cha, tam boutam, ba boutam, na 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 na, yeah, boutam, boom boom way, yeah, oui. Way, mama way, ha ha ha. Way, mama way, Waouh, merci beaucoup Isha, c'était hyper beau. Merci à toi. Merci à tous de nous avoir écoutés et puis n'hésitez pas à partager, liker comme d'hab. Merci. Ouais, puis sur mon compte Instagram. Oui, alors Isha de Nubia sur Instagram. Voilà, venez participer. Merci.